À situation exceptionnelle, loi exceptionnelle, le projet de loi du budget de l'État gestion 2015 est réajusté et adopté. Un réajustement pour tenir compte des réalités de la transition. Bobo Dioulasso a son complexe universitaire construit sur 15 hectares. L'infrastructure aura coûté 6 milliards de francs CFA. Et puis, dans la marche vers Noël, nous avons rencontré le sapin. Le célèbre arbuste s'est invité dans nos habitudes, le symbole qu'il véhicule dans ce journal. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le projet de loi du budget de l'État gestion 2015 est adopté. C'est un projet de loi réajusté au regard de la situation exceptionnelle que connaît notre pays et pas seulement d'autres facteurs ont dicté ce réajustement sur le sujet. Écoutez plutôt les précisions du ministre en charge du budget à l'issue du Conseil des ministres. Il parle au micro de Zalissa Sanfous. En ce qui concerne donc le budget 2015, et là le gouvernement a adopté le projet de loi de finances. Et ce projet de loi de finances découle du projet qui avait été initialement déposé par le gouvernement précédent à l'Assemblée et qui était même en cours d'examen à l'Assemblée nationale, plus particulièrement au niveau de la Commission des finances. Donc nous avons repris ce budget a été actualisé pour tenir compte de l'évolution de la situation, évolution économique, politique, et sociale, financière, et aussi pour tenir compte des priorités du gouvernement de transition. Donc c'est ce document qui a été examiné et adopté ce matin sous forme de projet de loi et qui va être transmis dès demain au CNT. En ressources, le budget est de 1516 milliards 501 millions 125 000. En dépenses, 1804 milliards 114 335 000 francs CFA. Donc par différence des deux, on a un déficit budgétaire de 287 milliards 613 millions 210 000 francs CFA. La situation actuelle se caractérise par une baisse tendancielle des ressources. Les niveaux des ressources de 2015 sont en baisse par rapport aux ressources de 2014. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de facteurs défavorables qui ont contribué à avoir cette vision des choses. Il s'agit d'abord de la baisse du cours du coton, donc la baisse du cours de l'or. Il s'agit également de la situation socio-politique qui s'est caractérisée par un attentisme des opérateurs économiques. Donc les importations ont baissé. Si les importations baissent, donc les droits de douane baissent. Donc au total, les recettes de 2015 seront en deçà des recettes de 2014. Si les recettes baissent, il faut nécessairement ajuster les dépenses. Donc dans l'absolu, les dépenses ne vont pas augmenter. Les dépenses vont plutôt baisser. Voilà le budget de l'État qui était donc en question lors de ce Conseil des ministres exceptionnel. Des prévisions où trône en bonne place le financement extérieur, un financement de plus en plus difficile à acquérir. Les services du Trésor public se demandent comment faire face à telle situation à l'occasion de la 17e conférence annuelle de leur département. Mobilisation des financements extérieurs, mode d'emploi, le point avec Draman Guéné. Plus de 40% du budget du Burkina Faso provient des financements extérieurs. Avec l'actualité politique que vit le pays, le Burkina Faso attend beaucoup plus de l'étranger. D'où l'intérêt de cette 17e conférence annuelle des services du Trésor public sur le thème « Rôle du Trésor public dans la mobilisation des financements extérieurs ». Étant donné les moyens dont le pays dispose, les moyens que le pays peut dégager aujourd'hui, nous avons plus que par le passé besoin d'un accompagnement des partenaires extérieurs. Donc le Trésor veut à travers ce thème passer en revue cette problématique-là de manière à pouvoir appréhender la meilleure manière pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et pouvoir en assurer la traçabilité pour que ce soit vraiment traduit dans les comptes de l'État de manière claire et transparente. En 2 jours de réflexion, ces agents du Trésor public entendent trouver des voies et moyens efficaces pour attirer l'aide extérieure. Nous allons réfléchir sur 2 axes. Le premier axe sera relatif au circuit même de mobilisation, les dispositifs mis en place, les procédures, et nous verrons dans ce cas-là, depuis la signature d'une convention de financement jusqu'au décaissement effectif et la justification de l'utilisation des ressources. Le deuxième axe, nous devons justifier auprès des bailleurs de fonds aussi l'utilisation de cet argent. Pour le faire, il faut des données. Depuis 2011,
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a eu pour attribution complémentaire la mobilisation des financements extérieurs. Le Trésor public intervient dorénavant non seulement dans la conclusion des accords de financement, mais aussi dans le décaissement des ressources issues de ces accords. Désormais, c'est un bâtiment flambant neuf qui va abriter les activités universitaires de la ville de Bobo-Dioulasso d'une capacité de 1000 lits. L'infrastructure s'étale sur 15 hectares de terrain. Le projet a vu le jour grâce au soutien financier de la Banque islamique de développement. Sur la coupure de ruban, le point de Karim Sissé. Au Burkina Faso, seulement 6% des étudiants sont logés en cité. Un nombre nettement en deçà des attentes. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris un vaste programme de construction de cités universitaires afin de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Et la cité universitaire de Bobo-Dioulasso est l'un des acquis de ce programme. Une nation ne peut pas se bâtir sans véritablement la promotion des ressources humaines. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour inaugurer cette cité, encourager les étudiants à se mettre au travail. Pour ce qui concerne leur qualité de vie, leur qualité de travail, le gouvernement s'en occupe. Pour leur part, c'est d'étudier véritablement pour demain être des bâtisseurs de cette nation. La cité universitaire de Bobo-Dioulasso, c'est 2 pavillons d'une capacité d'hébergement de 1008 lits. Elle est bâtie sur une superficie de 15 hectares et comprend une salle multimédia, une infirmerie, une maison des hôtes, un restaurant de 400 places assises entièrement équipé. Les voies principales de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso sont bitumées et éclairées. Le projet a vu le jour grâce à l'appui financier de la Banque islamique de développement. Le Burkina Faso, c'est un pays membre de la Banque islamique de développement. Et la mission de la banque, c'est œuvrer à ce qu'il y ait un développement dans chaque pays membre. Et c'est dans cet esprit que cette requête du Burkina pour la construction de la cité a été traitée de manière favorable. Et puis aujourd'hui, nous sommes là en train d'inaugurer ce joyau. La nature de terrain nous a obligés à travailler sur plusieurs plateformes. De déniveler 11 mètres à peu près entre la plateforme la plus basse et la plateforme la plus haute. C'est ça qui a donné cette architecture. À l'inauguration de ce joyau, les populations de la cité de Sia et les étudiants de l'UPB ont répondu présents. Pour eux, c'est un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Comme l'ouverture de la cité est devenue effective, on va procéder maintenant à amener les gens dans les différentes cités universitaires. Je pense que ça va résoudre beaucoup le problème de logement du côté des étudiants. Donc c'est vraiment, on est satisfait de l'inauguration de cette cité. Oui, donc à l'endroit des étudiants qui sont les bénéficiaires directs de ce projet, c'est l'invitation à bien entretenir ces locaux, ces équipements, et de manière à ce que ça soit durable et qu'on puisse, j'allais dire, ajouter une pierre à la pierre et non pas recommencer d'ici quelques années parce que tout aurait été détérioré. Juste après l'inauguration, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de la seconde phase du projet de construction de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso. On feuillette à présent le carnet d'audience du président du Faso. 2 personnalités ont été reçues, le président de l'Assemblée populaire d'Algérie et celui de la Chambre des représentants du Maroc, présents dans notre capitale pour assister à l'ouverture solennelle hier de l'unique session du Conseil national de transition. Ils ont fait le détour de la courtoisie chez Michel Kafando, le résumé de Draman Guéné. Le président de l'Assemblée populaire d'Algérie et celui de la Chambre des représentants du Maroc sont venus traduire leur soutien au président du Faso dans la conduite de la transition. On soutient cette phase de transition et on fait tout pour aider nos amis à la tête des institutions, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la société civile. On a une expérience. Comme on a eu CNT aussi en Algérie, dans une période un petit peu difficile comme l'Algérie. Et on peut échanger, on ne sommes pas des donneurs de leçons. Peut-être qu'on va bénéficier même de l'expérience
changement en douceur, changement avec un programme. J'ai entendu ce que vient de dire le discours de M. le Président, et je vois que c'est un travail bien ordonné, bien organisé. Après sa démission, l'ex-président Blaise Compaoré s'est exilé en Côte d'Ivoire, puis a effectué un bref séjour au Maroc. Le président de la Chambre des représentants du Maroc revient sur les raisons du passage de Blaise Compaoré dans le royaume chérifien. Le Maroc, c'est un pays qui respecte tous ses engagements. Et quand vous respectez vos engagements, vous n'aurez pas de visage. Nous respectons nos engagements. Monsieur le Président était malade. Son médecin, par hasard, se trouvait au Maroc. Il venait se soigner. C'est le plan humain qui a prévalu. À l'issue de cet entretien, les deux autres ont été reçus par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, à qui ils ont également témoigné le soutien de leurs pays respectifs. Dans les locaux du Conseil national de transition, il est question de dynamisation des relations bilatérales entre le Burkina Nouveau et l'Égypte. Normalement, vous devrez commencer à voir les images sur l'écran. Voilà donc le commerce, la diplomatie ou encore la lutte contre le terrorisme sont des points abordés au cours des échanges. C'est l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hicham Mohamed Maji, qui est venu en discuter avec le président du CNT, comme vous le voyez à l'écran. Les échos de cet entretien nous ont été rapportés par Jean Zongo et Abdelaziz Yagibou. Où tous les yeux sont rivés sur 2015. Pour des élections transparentes et apaisées, les organisations de la société civile ont leurs propositions, des propositions qui ont été consignées et transmises à la Commission électorale nationale indépendante. Il faut signaler que ce travail s'est fait sur initiative de l'ONG Diaconia et a concerné une vingtaine d'organisations de la société civile. Sie Sylvestre Da. Au président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et son équipe technique, ces représentants d'une vingtaine d'organisations de la société civile sont venus faire des recommandations pour un meilleur déroulement du processus électoral au Burkina. Des recommandations qui seraient le résultat d'une rencontre de réflexion organisée par l'ONG Diaconia à Koudougou dans le Burkina. Les organisations ont souhaité que la formule du couplage soit utilisée pour les différents scrutins, en tenant compte notamment de la nature des scrutins et des résultats que nous avons eus lors des dernières élections couplées de 2012. Nous sommes également revenus sur la question des candidatures indépendantes pour dire que pour les élections à venir, il n'y a aucune raison politique ou juridique qui puisse justifier l'interdiction des candidatures indépendantes. Les organisations de la société civile souhaitent également l'interdiction des gadgets et dons lors des campagnes, la réactualisation du fichier électoral, le maintien de l'équipe actuelle de la CENI, le plafonnage des dépenses électorales pour les candidats et les partis politiques et la mise en place d'un dispositif d'évaluation du processus électoral. Maître Barthélemy Kéré dit accueillir avec intérêt ces recommandations. Mais il estime que le destinataire de ces recommandations est surtout le gouvernement, la CENI n'étant qu'un organe de gestion des scrutins. C'est le gouvernement qui a le calendrier électoral qui peut décider, bon, écoutez, on va commencer par la présidentielle, ou bien on va commencer par les municipales, ou bien bon, on va coupler telle élection avec telle élection. Si je suis interpellé par rapport aux différentes recommandations qu'ils ont eu à faire, je les soutiendrai là où c'est possible. Et voilà, pour que l'essentiel, que ceux qui sont chargés de prendre les bonnes décisions, ceux qui sont chargés de prendre les décisions dans le pays puissent prendre effectivement les bonnes décisions pour nous permettre de démarrer à temps. Concernant le couplage des élections, la CENI dit avoir attiré l'attention du président du Faso sur le couplage opportun et ceux à éviter. Notre souhait, c'est qu'on puisse coupler législatives et présidentielles, parce que ce sont des élections de même nature, ce sont des élections nationales, contrôlées par la même structure que le Conseil constitutionnel, et qu'on puisse décaler effectivement les municipales, organisations d'un scrutin local contrôlé par le Conseil d'État. Au-delà des recommandations, la CENI souhaite l'implication active des organisations de la société civile et de l'ensemble de la classe politique dans la conduite des réformes électorales et politiques, ainsi que dans l'organisation des élections. Condition sine qua non pour des résultats crédibles et acceptés de tous.
9 sur 10, c'est la note à ce jour du niveau de réalisation des projets nés de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Bien que frisant la perfection, ce taux de réalisation ne satisfait pas et les commis au bilan attendent les conclusions pour corriger les prochains tirs. Le point de Olopoda. Burkinabés et Taïwanais évaluent la performance de leurs projets de la période 2013-2014. Il ressort de cette réunion du comité de suivi que les 22 projets retenus lors de la 9e session de la commission mixte de coopération ont connu un niveau d'exécution de 90%. Cependant, des projets comme une Lampoule Afrique et le village artisanal de Bobo-Dioulasso connaissent un retard dans leur mise en œuvre. Le projet Une Lampe pour l'Afrique, c'est un projet très important qui appuie essentiellement le secteur de l'éducation pour permettre à beaucoup d'enfants de notre pays, en tout cas, de bénéficier d'une éducation, en tout cas, qui permette d'accélérer le taux, ou du moins de lever le taux d'éducation, en tout cas au niveau du Burkina. Donc c'est essentiellement une question de procédure et nous avons formulé une recommandation pour alléger en tout cas les procédures de passation des marchés au niveau donc du ministère de l'économie et des finances. 26 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière consacrée à l'exécution de ces projets de développement dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'environnement. Et cet exercice d'évaluation traduit une volonté partagée de renforcer la bonne gestion et l'efficacité des interventions taïwanaises pour répondre aux attentes des populations. Pour la division comics, on va octroyer 41 millions d'euros pour mettre en exécution 20 projets. Donc tous ces projets concernent toujours le bien-être de la population, soit dans le domaine de production de riz pluvial, soit dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine médical, et à l'énergie solaire et l'énergie renouvelable. Les obligations de résultats et de transparence pour améliorer la gouvernance des projets et programmes, burkinabés et taïwanais s'inscrivent dans cette dynamique. Une convergence de vues pour maintenir l'excellence de leur coopération et même l'améliorer. Dans les champs du coton estampillé BT, la productivité fait grise mine. Les efforts pour booster les rendements sont restés sans effet notable. Et à l'heure du bilan, les experts de la firme américaine Monsanto n'ont pu que constater l'échec avec les producteurs. À présent, il est question de prospecter d'autres moyens de relance. Les précisions sur le sujet sont de Sylvestre Da. Les 5 ans d'expérimentation du coton BT au Burkina, au centre de ces échanges entre les chercheurs de la firme américaine Monsanto, géniteur de la technologie, ceux de l'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles et les acteurs burkinabés du secteur agricole. Une occasion de dialogue direct mis à profit par les producteurs et les sociétés cotonnières pour exprimer leur insatisfaction quant à la qualité de la fibre du coton BT. Ils trouvent également que la plante est trop fragile face à l'attaque des insectes et des mauvaises herbes. Des échanges jugés fructueux par les chercheurs qui disent avoir pris bonne note. Les croisements qui sont en cours, ça va permettre, en tout cas, vraiment urgemment pour le bonheur des producteurs pour corriger ce problème-là. Mais nous avons aussi des essais sur la fertilisation, sur la densité des semis et sur la lutte contre les mauvaises herbes. Après les échanges en salle à Bobo-Dioulasso qui ont duré 2 jours, les chercheurs de Monsanto se déploient au 3e jour sur le terrain pour toucher du doigt la concrétisation des essais réalisés par son partenaire l'INERA. Ici, nous sommes dans un champ-école à Nyangologo, dans la province de la Komoé. Le coton BT a suivi plusieurs tests pour améliorer sa capacité de résistance et accroître son rendement. Il est question, en plus du gène BT, que nous appelons Bolgar 2, qui était déjà dans le cotonnier, il y a un autre gène qu'on va ajouter dans le cotonnier qui va lui permettre d'être traité avec un herbicide total qui est le glyphosate. Mais l'herbicide va tuer toutes les mauvaises herbes mais sans tuer le cotonnier. Il y a 4 ou 5 parcelles disséminées au travers du pays pour les mêmes essais. Le futur de ces essais-là, c'est les résultats qui vont nous permettre de progresser encore dans l'amélioration des qualités technologiques et l'amélioration des rendements, donc l'amélioration économique et l'amélioration de la vie de tous les agriculteurs du Burkina. L'INERA, qui dit rencontrer d'énormes difficultés dans la réalisation des expérimentations et dans le suivi des producteurs sur le terrain, demande à être beaucoup plus accompagné par la firme Monsanto.
Au vu de la réussite du coton BT, la firme entend les jours à venir expérimenter d'autres variétés de coton au rendement meilleur. Monsanto entend aussi faire une incursion dans la culture de maïs à la demande du ministère en charge de l'agriculture. Et puis l'on continue de feuilleter le carnet des promesses de booster les résultats dans bien des domaines de développement. Le FONRID, le Fonds national de l'innovation pour le développement, livre sa dernière cuvée de projets retenus. Au total, 23 chercheurs bénéficient de l'appui du projet pour le 3e appel à projet. Amandine Lalsaga pour les précisions. Par cette remise de chèques, 23 chercheurs pourront réaliser leurs projets. 23 projets issus du 3e appel à candidature du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID. Des projets basés sur 8 thématiques et qui ont trait à l'environnement, à la société, à l'éducation, l'énergie, la culture, à l'agriculture et à la santé humaine et animale. Le projet consiste à faire des formulations d'insecticides naturels à base de plantes aromatiques. Il s'agira concrètement, à partir d'un certain nombre de plantes sur lesquelles nous avons déjà fait des essais au laboratoire, de trouver des formulations à même de permettre de conserver le stock de niébé et de maïs et puis de l'arachide. Ces projets ont franchi avec brio les différentes étapes mises en place par le Fonds. Pour cet appel à projet, le FONRID a reçu 89 candidatures, mais seulement 25 ont été autorisés à compétir pour plusieurs raisons. La majorité de ces candidats, malheureusement, ce qui n'a pas marché chez eux, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien le carnet du FONRID. Et certains également, leurs projets n'ont pas été réellement en cohérence avec la thématique même de l'appel. C'est surtout ça. Et certains ont eu des difficultés même d'ordre scientifique. Et à cet effet, même le FONRID a initié tout récemment des formations en rédaction des projets pour les aider à être vraiment compétitifs pour les projets FONRID. Pour l'année 2014, c'est plus de 600 millions de francs CFA que le Fonds a déboursé pour le financement de ces différents projets. Les porteurs de projets ont été invités à respecter les conditions de déblocage et de justification pour une fluidité et une transparence des activités du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Après une dernière séance de formation, voilà le bataillon Badenya 3 en route pour le maintien de la paix au Mali. Ce convoi compte 850 personnes, dont des militaires et des civils. Ils doivent aller relayer le bataillon Badenya 2. On revient sur les dernières mises au point face à la hiérarchie militaire. C'était à Lumbila, dans l'Oubritenga. Les précisions de Sie Sylvestre. Une patrouille du bataillon Badenya qui tombe dans une embuscade. Les échanges de tirs avec l'ennemi font un blessé dans les rangs des militaires burkinabés. Ses frères d'armes s'organisent pour les secourir et ensemble, ils arrivent à quitter la zone dangereuse. Ceci est un exercice de fin de formation des éléments du bataillon Badenya 3 au sein du centre de formation de Lumbila. Un exercice qui fait cas des dangers auxquels ils pourront être confrontés sur le théâtre des opérations au nord Mali. Avec tout ce qu'on a reçu ici comme formation, on est prêt à aborder la mission au Mali. C'est notre domaine. On est né, on est dedans, on est habitué, donc on prie Dieu pour revenir sain et sauf. Le même courage anime les 850 hommes et femmes du bataillon. Composés de personnels civils et militaires, ils ont bénéficié d'environ 3 mois de formation de pré-déploiement qui a allié théorie et pratique dans le cadre du programme ACOTA, un programme qui a bénéficié du soutien des États-Unis d'Amérique. La paix au Mali aide la paix au Burkina Faso, aide la paix aux États-Unis, aide la paix dans le monde. C'est pourquoi nous sommes contents d'être associés à cet exercice. À présent prêt à être déployé, le bataillon Badenya 3 ira en janvier au Mali remplacer Badenya 2. Mais avant, leur commandant en chef leur donne les ordres. Pour se les amener à poursuivre la mission sur les traces de en consolidant l'implantation du site de Gounam et de Ber. Toutes tâches qui vous seront données constitueront des défis qui feront toujours appel à votre sens élevé du devoir et de la mission. Vous aurez besoin de mettre en œuvre avec rigueur et efficacité le savoir, le savoir-faire et le savoir-être que vous avez appris afin de surmonter les difficultés et de réussir vos missions.
Baldéan 3 sera sous le commandement de cet homme, le colonel Ludovic Ouedraogo. Dans un réquisitoire au cours duquel il a brandi la carotte et les bâtons, il a invité ces éléments à exécuter leur mission de sorte à faire honneur à leurs prédécesseurs et à tous les Burkinabés. J'ai insisté énormément sur la discipline. Parce qu'au-delà de ce que vous pouvez apprendre ici, au-delà de l'entraînement, tout ce que vous aurez pu apprendre, tant qu'il n'y a pas de discipline, vous ne pourrez jamais faire face à ce type d'ennemi qui n'est pas conventionnel, qui est diffus et qui est très complexe. La hiérarchie militaire et son partenaire, les États-Unis, pour leur part, ont rassuré les bataillons qui ne ménageront aucun effort pour permettre la réussite de la mission onusienne de maintien de la paix à lui confiée. Baldéan 3 devra passer une année au Mali. Eux aussi se préparent pour la guerre contre les violences faites aux femmes. Ici, l'arme convenue, c'est la sensibilisation. Il s'agit de valider un document consensuel pour guider les activités entrant dans ce cadre. C'est le département en charge de la promotion de la femme qui en a eu l'initiative. Les précisions sur le sujet sont de Ini Janine Walkoy-Kambiri. Le présent guide, qui fait l'objet de validation, est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre et le programme Santé sexuelle droits humains PROSAD. Un guide exécuté à travers un programme de 3 composantes, dont celle portant sur la promotion des droits de la femme et la prévention des violences basées sur le genre. Il intervient dans des zones où prévalent certains types de violences, telles que le rap pour la région de l'Est, les violences sexuelles pour le Sud-Ouest et les accusations pour faits de sorcellerie pour le Centre. Lorsqu'on parle de violences domestiques, lorsqu'on parle de viol, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de coups et blessures, de quoi il s'agit? En fait, c'est pour permettre à ceux qui vont faire la sensibilisation sur le terrain de savoir comment il faut se comporter pour que le public cible qui doit les écouter puisse comprendre le message. Les amendements issus des travaux aboutiront à un document cohérent et consensuel qui devrait servir de référentiel pour les activités de sensibilisation au profit des acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Burkina Faso. Et puis, on feuillette le dossier de la marche vers Noël et marquant la halte sur le sapin. L'arbuste est devenu l'un des symboles les plus en vue de la fête de Noël. Le Burkina n'a su résister à la mode. À Bobo Dioulasso précisément, le sapin s'est imposé dans les habitudes, les témoignages de Amadou Lougué. On les vend partout à l'approche des fêtes de fin d'année. Alignés aux abords des voies principales, disposés dans les alimentations ou dans les marchés, les sapins ou arbres de Noël sont de toutes les formes, de toutes les couleurs et les prix varient aussi. Les prix, il y en a pour 3 000, il y en a pour 6 000, il y en a pour 10 000, bon, jusqu'à 25 000 et puis il y en a pour 75 000, donc chacun a son prix, quoi. Ça c'est 17 500, bon, il y a 12 500, ça c'est le moyen, il y a plus moyen encore, ça c'est 8 000. À quelques jours de la Noël, certains commerçants s'en tirent à bon compte. Vraiment, actuellement, alhamdulillah, avec la situation du pays aussi, mais vraiment, ça va un peu. Bon, ça commence à sortir un peu à ça. Même hier, nous, on a quitté ici à minuit, tellement il y a des clients. Pour d'autres, les affaires ne marchent pas encore comme ils souhaitent. Avec la crise comme ça, bon, c'est un peu. Ça fait que, bon, on ne peut pas amener ça beaucoup comme ça. Actuellement, là, ça ne marche pas. Bon, l'année passée, mais pendant le décembre, ça va, mais cette année, en entrant dans décembre, ça ne bouge pas. Les clients sont en grande partie des femmes et les hommes de l'église. J'ai pris l'arbre de Noël pour décorer ma maison le jour de la Noël. Et puis, il y a moi-même mon mariage ce même jour-là. C'est même très important et surtout les enfants adorent. Voilà, quand c'est bien décoré, c'est bien beau et ça fait du bien. Bon, nous, nos clients sont nombreux parce qu'il y a des femmes qui viennent, il y a des hommes aussi, il y a des jeunes aussi qui veulent arranger leur maison. Et puis il y a des gens d'église aussi qui viennent payer pour aller décorer leur église. Le commerce des sapins de Noël, Moustapha Ouedraogo en a fait l'une de ses principales activités à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Et bien souvent, il va assez loin pour dénicher ces magnifiques arbres de Noël. Souvent, on a des clients à Ouaga qui amènent ça. Souvent aussi, on part à Abidjan pour amener ça. Sinon, si on voyage à Dubaï aussi, nous aussi, on peut amener un peu. Mais quelle est la portée historique et religieuse du sapin chez les chrétiens? L'arbre de Noël, c'était plutôt une fête populaire. C'était pour permettre d'égayer d'abord les enfants. Donc c'était un arbre, un sapin, sur les branches desquelles on accrochait un peu des cadeaux, donc des bonbons, des chocolats, des petits jouets, et pour faire plaisir aux enfants qui s'amusaient donc, j'allais dire, à les cueillir, et on leur faisait comprendre que ça faisait partie des cadeaux que le petit Jésus leur apportait. Donc parce qu'en fait, Noël aussi est une fête où les chrétiens manifestent beaucoup d'attention vis-à-vis des enfants. À côté de l'arbre de Noël, on retrouve des fleurs de décoration. D'un côté comme de l'autre, le but recherché est le même, apporter la joie aux enfants comme le veut la tradition chrétienne pendant la fête de la Nativité. Pour accompagner les préparatifs de Noël, je vous livre ce communiqué à l'occasion de la fête de Noël le jeudi 25 décembre 2014. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail du mercredi 24 décembre et du mercredi 31 décembre 2014 sont déclarées continues de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qui devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. C'est un communiqué pour le ministre et par délégation le secrétaire général Koudbi Sinari. Et puis, cette information pas du tout réjouissante, le colonel-major Kilimité Théodore Yen repose désormais au cimetière municipal de Gounguin. C'est le 21 décembre dernier que l'homme a trouvé la mort dans la capitale burkinabé. Son parcours professionnel est riche de passages à de hautes fonctions dans l'administration publique et au sein des forces armées nationales. Aruna Mari. Le colonel-major Kilimité Théodore Yen repose désormais au cimetière de Gounguin. L'officier de l'armée burkinabé est décédé dimanche 21 décembre à Ouagadougou des suites de maladies à l'âge de 59 ans. L'absoute a eu lieu ici à l'aumônerie militaire évangélique. Ils sont nombreux, les proches, collègues et amis qui ont effectué le déplacement à son domicile pour la veillée funèbre dans la nuit de lundi à mardi. Une manière pour eux de rendre un dernier hommage aux défunts comme ici à sa dernière demeure. C'est une grande perte que nous avons tous subie. Il m'a appris la force, la sagesse et étant le pilier de la famille et sachant qu'il n'est pas éternel, il a pris soin de nous mettre en garde, de nous préparer à une situation pareille, de sorte que je puisse prendre la relève. C'est un ami, c'est une grosse perte pour nous tous. C'est quelqu'un, je me souviens encore quand nous étions tout jeunes, qui savait amuser tout le monde, qui savait plaisanter avec tout le monde, mais qui savait également, au moment de se mettre au sérieux, le faire. Quand il était ministre, moi j'étais depuis à la télévision. Et ce que je retiens de l'homme, c'est sa rigueur. Je retiens une chose, quand nous faisions la caméra à l'époque, le ministre avait dit, sous la pression des demandes de reportage et tout, vous allez à un reportage, si 30 minutes, 45 minutes après, les gens ne sont pas prêts, vous rentrez, c'est moi qui réponds. C'est une personnalité qui, par 2 fois, a été ministre en charge de la communication. Et ce que je retiens de lui, c'est un homme très rigoureux, qui avait le souci du travail bien fait, le souci de détail et qui humainement était quelqu'un de très disponible pour autrui et a su rendre service autour de lui. C'est un homme de grande valeur que la nation perd aujourd'hui. Outre ses fonctions occupées, Kilimité Théodore Yen fut ministre de la Jeunesse et des Sports. De 2005 à 2011, il a été gouverneur de la région de l'Est, son dernier poste. Cet ancien secrétaire général adjoint des CDR, Comité de défense de la Révolution, a également été directeur du cabinet militaire à la présidence du Faso. Il fut, entre autres, commandant de l'école des cadets de la Révolution. Pour toute sa carrière, il a été fait commandeur de l'ordre national. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Voilà, une fin toute en tristesse dans ce journal. Paix à l'âme du défunt. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.